Bonjour à tous et à toutes. Je vous accueille aujourd'hui dans un lieu magnifique qui est la salle Allende de l'Université libre de Bruxelles. Je vous y accueille parce que pour le moment, vous pouvez y découvrir une exposition très particulière. C'est le musée temporaire du confinement. Ce musée temporaire du confinement, c'est une idée qui est venue à Grégory Laurent et à son service ULB Culture. Alors je vous propose de m'y accompagner. Si vous venez visiter ce musée temporaire du confinement, vous y découvrirez des œuvres qui ont été réalisées par le personnel académique et par les étudiants de l'Université libre de Bruxelles pendant la période du confinement. C'est un musée temporaire qui change tout le temps. Vous pouvez donc venir plusieurs fois le visiter. Nous avons choisi ce lieu en particulier pour vous parler et pour vous présenter un recueil, le 3e recueil organisé par la Foire du Livre de Bruxelles, et celui-ci s'appelle « Des murs et des mots ». L'idée d'origine était de vous parler de l'enfermement, de tous les enfermements, l'enfermement carcéral, l'enfermement politique, l'enfermement de genre, l'enfermement psychiatrique. À cette idée, soudain, est venue s'ajouter une chose qu'on n'attendait pas, le confinement. Tout à coup, le confinement est devenu un objet littéraire et 19 auteurs et autrices de la Fédération Wallonie-Bruxelles et d'Europe ont écrit sur cette thématique de l'enfermement et du confinement. Certains sont très connus, d'autres sont tout à fait anonymes, mais ils ont écrit des textes pleins de tendresse, de violence, d'humour, mais toujours d'espoir. Dans la vidéo qui va suivre, vous allez découvrir des auteurs, des comédiens qui vont lire certains de ces textes. Et donc, je vous propose de découvrir maintenant ce travail collectif réalisé par des partenaires enthousiastes, Amnesty International, Médecins du Monde, les universités populaires du théâtre, Traductive, la compagnie Gambalo, pour vous offrir un recueil qui nous tient vraiment à cœur et que nous vous proposons de lire pour donner vie à ces voix du confinement. Alors pour la 3e année, la Foire du Livre réunit autour d'elle un certain nombre d'associations pour accoucher d'un recueil de textes provenant de la société civile. Cette année, ça s'appelle « Des murs et des mots » et ça tourne autour des confinements. Au départ, ça devait être des confinements en général et dans les prisons et ailleurs, et pour finir, c'est devenu le confinement de la Covid. Donc il y a eu une circonstance particulière ici. Et ma présence là à l'image, c'est simplement parce que je m'occupe d'une des associations. Moi, je m'appelle Jean-Claude Idé et je suis animateur des universités populaires du théâtre. Et c'est à ce titre-là qu'on a rejoint l'initiative de la Foire du Livre, avec des gens que je vais interroger ensuite, comme Médecins du Monde, Amnesty International, Traductive. Donc on est une petite galaxie d'associations qui militent et coopèrent à ce projet. Alors l'idée, c'est quoi ? C'est de rassembler des textes et de les donner à entendre et de donner la parole à ceux qui sont réduits au silence. Les universités populaires du théâtre, je vous les présente en une seconde, c'est le projet des universités populaires du théâtre, c'est de rendre la raison populaire, c'est de remettre de la réflexion au cœur des débats culturels et de proposer des sujets de réflexion. Donc voilà, ça nous semblait tout à fait être notre place et dans nos missions de rejoindre la Foire du Livre et de participer à tout cet élan formidable. Alors Marie Zendrix, Amnesty International, qu'est-ce qui fait que cette grande structure débarque sur ce projet de la Foire du Livre qui a fédéré pas mal d'associations à sa suite? Mais je vais rappeler quand même que Amnesty s'est constitué par l'avocat anglais Peter Benenson sur la liberté d'expression, la liberté d'opinion et d'expression. Donc le livre, c'est évidemment par excellence le moyen d'expression. C'est d'ailleurs pas un hasard si dans les pays totalitaires, les premières personnes qu'on arrête quand le dictateur arrive au pouvoir, c'est toujours les écrivains, les journalistes, les artistes, les comédiens, enfin peu importe, mais tous les gens qui tournent autour justement de cette liberté d'expression. Donc à ce titre-là, nous étions particulièrement intéressés.
Voilà, et alors pratiquement, Amnesty, elle nous a amené des textes sur les 3 années. Alors, nous n'avons pas vraiment amené des textes, mais j'ai mis en contact Christine, qui est donc la grande... oui, il est par là, oui. Voilà, c'est ça. Elle nous surveille. La grande réalisatrice du projet, je dirais. Je l'ai mise en contact avec un certain nombre de personnes qui écrivaient et qui étaient dans des situations où elles ne pouvaient pas se faire connaître. Et donc, c'était l'occasion pour elles, pour ces personnes-là, d'avoir un espace où elles pouvaient montrer ce qu'elles faisaient. Voilà. Oui, l'idée, c'est de donner la parole à ceux dont on n'entend pas la voix. Voilà, c'est exactement ça. Je pense que dans les 3 projets, on a fait attention à ça, même si ils sont un peu différents. On a voulu donner la parole à ceux qu'on n'entend jamais. Et c'est important, évidemment. Évidemment, du fond des prisons, mais aussi du fond des prisons mentales, sociales, sociétales. Voilà, cette fois-ci, c'est plutôt ça l'idée, puis des murs et des mots, donc on voit tout de suite où on veut en venir. C'est l'écriture contrainte, c'est-à-dire écrire quand on est bridé, enfermé. Parce que le grand avantage, justement, de l'opinion et de l'expression, c'est un peu plus difficile, mais de l'opinion, c'est qu'on ne peut pas la prendre. Et c'est ce que disent d'ailleurs tous les prisonniers d'opinion qui sont libérés et qui nous parlent. Ils nous disent, mais même en prison, on ne pouvait pas m'enlever ce que je pensais. Oui. Donc, c'est très important. C'est libre dans sa tête, comme disait l'autre. Voilà, c'est ça, comme Diego. Absolument. Voilà, c'est ça. Et il y a peut-être une chose, c'est que nous avons, grâce ou à cause du Covid, peut-être une plus grande empathie avec les personnes qu'on essaye d'aider parce qu'on a subi nous-mêmes cette incarcération. Mais j'ai envie de dire oui, parce que justement, les gens, pour nous ici, c'est très théorique tout ça. C'est ceux qui ne sont jamais allés en prison, parce que c'est quand même arrivé même à des Européens pour toutes sortes de raisons. En tout cas, moi, à l'étranger, ça m'est arrivé une fois. Et donc, quand on ne sait pas ce que c'est, on ne l'imagine pas. On essaie de l'imaginer, mais c'est vraiment difficile. Et alors ici, on est dans le confort, on est chez soi, on a à boire et à manger, on dort bien. Enfin, je veux dire, on est dans des conditions assez bonnes. Pas tout le monde, malheureusement. Et là, il ne faut pas l'oublier. Moi, je me considère comme privilégiée parce que quand je vois des gens qui vivent... J'entendais hier une personne qui me disait qu'il vivait à 7 dans un appartement tout petit avec 2 chambres. Donc, on mettait les 5 enfants dans une chambre et les parents dans une autre. Vivre le confinement dans ces conditions-là, c'est vraiment l'horreur. Absolument. Ça, c'est vraiment très difficile. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas bien. Il faut bien dire ce qui est. Et la dimension, c'est d'être privé d'avenir, en fait, aussi, de perspective. Aussi, l'homme a besoin d'espérance et elle est un peu mise à mal parce que nous supportons assez mal d'être devant l'inconnu. Je pense que c'est une chose que beaucoup d'êtres humains n'aiment pas, ne pas savoir de quoi demain sera fait. Quand on voit comme les gens sont attachés à leurs habitudes, leur dire on ne sait pas ce que sera demain, c'est difficile à entendre. Mais en même temps, pensons à tous ceux qui sont non seulement dans la même situation que nous à cause de la pandémie, mais qui sont en plus enfermés pour leurs opinions ou pour leurs écrits, etc. Parce que là, ça se conjugue. Et dans des prisons où les conditions sanitaires ne sont pas bonnes et où on ne prend pas du tout les précautions nécessaires. Voilà, merci beaucoup. On va continuer à écouter ces textes. Merci. Alors, Anne, tu t'occupes d'une association qui s'appelle Traductive. Tu peux d'abord nous présenter ce que c'est, parce que le Médecins du Monde ou Amnesty, on sait, mais Traductive, c'est quoi ? Mais écoute, Traductive, c'est une association que j'ai fondée en 2016 autour de la traduction littéraire et qui essaie de montrer le travail du traducteur littéraire, mais dans tous les métiers de la chaîne du livre. Et donc, dans les gens qui font partie de ce comité, il y a notamment Christine Defoin, qui est chargée de mission à la Foire du Livre de Bruxelles. Voilà. Et alors comment, sur base de cette association militante pour la traduction, tu te retrouves embarqué depuis 3 ans dans un projet un peu fou mais tout à fait passionnant, autour des écritures parallèles migrantes et avec les murs maintenant. Mais écoute, en fait, justement, le premier recueil, donc, c'était des traversées des mots, les écritures migrantes. Et il se fait que la préface, c'était une préface de Victor de L'Alpol et qu'ils avaient besoin notamment de gens pour la traduction. Et donc, comme je travaillais aussi un petit peu en sous-main, un peu à l'organisation de la journée de la traduction littéraire, finalement, ça c'est devenu une évidence que finalement, mon association pouvait rajouter un volet dans ses activités. Et donc, on a créé Traductive sans frontières, en se disant qu'on pouvait aider des projets qui nous semblaient vraiment valoir la peine. Et là, écriture migrante et cette manière de donner la voix aux autres, c'était magnifique. Donc voilà, on se charge de trouver des gens pour traduire les textes qui sont de langue étrangère. Ça peut être de l'arabe, de l'anglais, de l'espagnol, etc.
Et je sais que parfois c'est difficile de trouver la bonne personne ressource par rapport à un discours tenu par une personne dans une langue qui n'est pas toujours dominante. Et donc ça, il y a tout un travail démocratique à ce niveau-là, parce que c'est important qu'on puisse partager les messages, et ils sont pas toujours faciles à transmettre. Alors, non, ça c'est évident. Ouais. Bon, maintenant, ça c'est tout l'art de la traduction littéraire. C'est quand même de pouvoir vraiment être dans une certaine empathie avec le texte qu'on traduit, de bien saisir quelle est l'intention de l'auteur, etc. Et puis de le redire en français, de manière à ce que le message passe de la meilleure manière qui soit. Très bien. Et alors, sur ces 3 années, est-ce que tu peux nous donner un ressenti un petit peu sur l'évolution du projet, ou les contenus qui ont glissé peut-être ? Mais écoute, finalement, il y avait d'abord les écritures migrantes, et puis il y avait les écritures conjuguées, et maintenant... Conjuguées, c'était des partenariats, en fait, entre un auteur et un, oui. Et alors, un témoin, on va dire. Oui. Mais oui, et puis alors maintenant, c'était... Le titre, rappelle-moi le titre. Bon, le titre pour écriture conjuguée, c'était des... Des rencontres, des mots, et puis maintenant, voilà, donc des murs. Des murs et des mots, voilà. Oui. Et donc ça m'a amené d'ailleurs à... Pas tout ce biais-là, traduire récemment un roumain pour Traductive aussi, qui est en prison, et voilà, ça continue. Mais vraiment, dans ce recueil, il y a de nouveau une préface de Victor Delarbol qui va être traduite, qui est formidable, et c'est magnifique que des auteurs se prennent au jeu aussi, et qu'on puisse aussi traverser les frontières avec ce recueil. Très bien, je te remercie beaucoup, et on va essayer de continuer dans les années qui suivent. Hein. Alors, dans la galaxie des associations qui se sont joints au projet Écriture migrante, puis Parallèle, puis Contre les murs ou Face aux murs, il y a le Médecin du Monde. Et c'est Muriel Gonzalez qui va nous dire pourquoi, qu'est-ce que vous êtes venu faire dans cette galère. Dans cette galère. Mais en fait, donner de la voix à des personnes qui sont généralement précarisées, exclues, notamment des soins, puisque Médecins du Monde, nous, c'est vraiment l'accès aux soins, mais ça implique aussi toutes sortes d'exclusions, et donc c'est une de nos missions, c'est vraiment de témoigner pour ces personnes, de faire témoigner ces personnes et qu'on les entende. Donc ça fait vraiment partie intégrante de la mission de Médecins du Monde. Donc il y a 2 aspects, il y a un aspect d'intervention sur le terrain pratique, et il y a aussi de la résonance au niveau des médias et de la communication et de la conviction à partager. Tout à fait. On a aussi un 3e pilier qui est le pilier du plaidoyer et d'accompagner le changement social, parce que c'est très bien de témoigner, après il faut que ça bouge et il faut que les lignes changent et que les réalités puissent être plus propices ou en tout cas pour avancer dans un sens plus positif pour ces personnes. Voilà, je pense que c'est une des spécificités de Médecins du Monde par rapport à d'autres ONG ou associations, c'est d'avoir cette réflexion, j'allais dire politique au sens noble du terme. Quoi. Bon, d'autres le font, mais pour nous c'est vraiment très très important aussi d'insister là-dessus et de permettre aux personnes de s'autonomiser aussi. C'est pas uniquement nous qui arrivons avec des solutions, mais c'est aussi les personnes qui se prennent en main et qui puissent dépasser leur situation, leurs conditions. On parle beaucoup de résilience, c'est un mot un petit peu galvaudé, on en parle beaucoup, mais c'est aussi ça, c'est aussi permettre aux gens de eux-mêmes pouvoir dire leur réalité. Alors c'est le cas du texte qu'on va entendre tout de suite là, qui est par rapport au centre Jacques Brel. Tout à fait. Et à l'action de Médecins du Monde dans ce centre, puisque je crois que c'est le témoignage d'un personnage, j'allais dire d'un client, d'un praticien. On dit bénéficiaire ou titulaire de droit, on aime bien cette expression qui n'est pas très sexy, mais qui est l'expression un petit peu attitrée qu'on préfère utiliser souvent. Et donc là, en l'occurrence, il s'agit d'un de nos bénéficiaires qui a vraiment cette touche poétique et qui avait vraiment quelque chose à faire passer et justement dépasser cette situation de « je n'ai pas de logement, je suis sans abri et je viens passer mes journées au centre Jacques Brel ». Mais lui, c'était sa manière aussi de dire merci et de faire passer son message en écrivant tous les jours des petits poèmes aux différents bénévoles qui géraient le centre. Très bien, merci beaucoup. On va lui donner la parole, tout simplement. Très bien, parfait. Merci à vous. C'est quoi Jacques Brel pour moi ? Ce que je retiens dans mes yeux et ressens dans mon cœur.
des bouts de vie, des gueules cassées, des déglingués, des hommes, des femmes, des comme toi, des comme moi. Des qui côtoient tous les jours le bitume, des êtres souvent dans l'infortune, des sans-papiers, des sans-toit, des sans-tout. Tous humains, tous faits sur terre. Souvent des déracinés de leur terre à des milliers de kilomètres des êtres qui leur sont chers. Des gens pleins de richesses, un endroit où aller, des personnes à qui s'accrocher pour enfin retrouver un bout d'humanité. Jacques Brel, c'est beaucoup, c'est pluriel. En fait, c'est un bel exemple de ce que devrait être le social. Un peu de tout, comme on peut, et des volontaires, tout plein de volonté, tout plein de bienveillance. C'est du tout venant, du tout soutenant. Un petit cocon où la seule chose imposée, c'est la non-violence. Jacques Brel, c'est des douches, des siestes, des repas, des cafés partagés. C'est un accueil inconditionnel, c'est une boussole pour un vers où aller. Jacques Brel, c'est aussi le bordel, mais un bordel bien organisé. C'est du tricoté sur mesure, du réévalué en fonction des essais, des erreurs. La vie à Jacques Brel, c'est des sourires plein les yeux, du multicoloré, un arc-en-ciel où se poser. Pourquoi Jacques Brel pour moi ? Parce que l'inacceptable m'a toujours paru insupportable, parce qu'une vie vaut une vie, parce que j'aime être du côté des gens qui résistent. Cher François, je suis enchantée évidemment de te recevoir dans le cadre de ce recueil où tu as participé pour la deuxième fois. Tu es lauréat du prix Fintro 2019, donc on se connaît déjà depuis un bon moment. J'ai eu l'occasion de suivre d'assez près ton écriture. Et je veux dire que le texte que tu nous proposes ici reste un texte d'inspiration très noire, matinée de thriller et d'une petite touche de violence. Oui, il y a une touche de violence latente. Mais la thématique que vous nous avez proposée, c'est une thématique potentiellement très violente, hein, l'enfermement, le confinement. Et donc, moi, j'ai souhaité l'aborder sans aborder frontalement la question du confinement en tant que tel, même si c'est latent, c'est sous-jacent tout le temps, mais je voulais l'aborder d'une manière un peu détournée et lui donner une certaine tension, aussi bien dans l'écriture, que ce soit pas déchiffrable directement. Bon, c'est déchiffrable, je pense que c'est lisible, mais j'espère. mais voilà, il y avait cette intention-là, et puis de garder une tension, alors pas de thriller, hein, mais avec un côté noir, on sent qu'il risque de se passer quelque chose de désagréable. Mais on a tellement l'impression qu'il va se passer quelque chose qu'on se dit, et alors, c'est le point de départ d'un roman, ça, non ? Pour l'instant, ça s'arrête là, mais potentiellement, pourquoi pas. Mais c'est une des contraintes qui est imposée, c'est le nombre de mots. Moi, j'ai essayé de respecter le nombre de mots, plus ou moins, hein, mais quand même, je m'y tiens. Et donc, c'est d'ailleurs un des plaisirs de l'écriture de ce genre de texte, c'est que on doit se plier à une contrainte, et donc on va en plus pas, c'est en abîme, quoi, hein, puisqu'on doit parler des contraintes qui nous sont imposées, et nous-mêmes en tant qu'auteurs, on doit respecter des contraintes. Donc c'était assez chouette. Ton personnage, il a un rapport un peu difficile avec le masque, ou en tout cas un rapport un peu violent avec le masque, non ? C'est un peu un fétichiste peut-être du masque aussi, mon personnage. Donc il y a un côté, enfin, on a découvert le masque, hein, en gros, chez nous, dans nos contrées, on n'a pas beaucoup l'habitude de porter des masques, sauf pour le carnaval. Mais donc il y a un côté érotique peut-être dans le texte, sur le fétichisme du masque, peut-être. Hein, je n'ai pas non plus théorisé là-dessus, mais... Mais je pense qu'effectivement, le masque va devenir un personnage littéraire, non ?
Oui, c'est bien. Enfin, ça va laisser des traces à tous les niveaux, alors en littérature sans doute aussi. Ouais. Certainement, parce que je pense qu'en même temps, ce côté secret, ce côté caché, permet un développement extraordinaire. Alors je ne sais pas si c'est bien, et je ne sais pas si c'est un bel objet littéraire, mais en tout cas, toi, tu en as fait quelque chose de vraiment très intéressant. Merci. Merci voilà. beaucoup. Écoute, on va conseiller la lecture de ce texte, pas prioritairement, parce qu'il y en a d'autres qui sont très beaux. Ah, bien sûr. Mais après toi, il va y avoir 2 textes qui sont eux aussi dans la tendance de l'enfermement et de ces ambiances un peu troubles. Quelque part, des scènes ont lieu. Entre soustraction radicale au monde et invisibilité relative, provisoire. Quelque part, des bouches pérores, confondant détention et confinement, enfermement et mise en quarantaine. Outrance du rapprochement? Dialogue de sourds, plombé de métaux lourds, de parallaxe perceptive, de corrosion de l'âme. Un océan de silence, un abîme glacé sépare à jamais les reclus, les emmurés vivants des populations confinées. La condition carcérale broie les corps des détenus, parqués dans des pénitenciers ziggourats du vide, dans des prisons de haute sécurité. Elle brise les malades cloîtrés dans des hôpitaux psychiatriques, les exclus de la société, patients percutés d'électrochocs, grignotés de camisoles chimiques. Elle engrosse le cloaque des déshérités, viol psychique, anatomie en ruine, psychotisation du langage, décohérence du réel, fissurée par l'inceste. Elle plombe de désespoir, de terreur les écroués à vie. Animaux de laboratoire, de cirque, de zoo, de fermes d'élevage pour chasseurs de spécimens sauvages. Elle pousse au suicide les cheptels, destinés à être viandisés dans les abattoirs. Elle cloue les lèvres, arrache les langues, piercing de fer barbelé, enfonce des murs dans les crânes, tessons de verre épileptiques, distille dans les synapses un tempo de mort, tango de la fin sans ticket retour. Humain et non-humain, claquemurés, dans une vie en forme de nœud coulant. Internement arbitraire de ceux et celles qui dérangent, seul prospère l'hécatombe des œillets au bout de chaque fusil, la reptation des existences sous verrou, émotion sous écrou, gerçure du verbe. À l'heure où la grammaire est celle des noyés, des détenus fantômes errent dans des camps de rééducation, entre otages oubliés par les puissants et marées de grands gisants, entre mouroirs des maisons de retraite et ensevelis victimes de leur guerre mentale. À l'heure où résonne la pénurie d'oraisons funèbres, exclus de la parole et excisés sociétaux, partent à la dérive. L'heure bleue venait d'inonder le ciel. Il arriva à son rendez-vous en avance. Il était nerveux. Cela faisait plus d'1 an qu'il ne s'était retrouvé en tête-à-tête avec une femme. C'est pour cela qu'il s'était inscrit sur ce site de rencontre. Il entra dans le bar. Elle était assise de dos. Elle lui parut plus petite que derrière son écran. Plus attirante aussi. Il resta un long moment à l'observer. Une voix intérieure lui disait de fuir, déguerpir. Il préféra la séduire. Cette nuit-là, enlacé dans le lit, il lui jura un amour éternel pour le meilleur, sans se soucier du pire. Elle s'installa chez lui. Il lui téléphonait 10 fois par jour, lui envoyait des selfies, des mots doux, des roses blanches.
Mais le temps amnésia son âme et sa promesse d'amour éternel. Un jour, il revint grisé du bureau. Il venait d'être licencié, sans préavis, sans un merci. Il fracassa un miroir, le téléviseur. Ce soir-là, le monstre captif depuis si longtemps brisa ses chaînes. Lâcha sa première gifle. Les premières larmes coulèrent sur le tapis. Il commença à boire, à rentrer tard, à parler fort et mal. Les roses blanches perdirent une à une leurs pétales. Les mots doux se transformèrent en coups, chaque fois plus fréquents, toujours plus violents. Il s'imagina qu'elle avait un amant. Il se mit à fouiller dans son ordinateur, son téléphone, ses tiroirs. Il ne trouva rien. Ça le rendit fou. Il voulut la faire avouer, à coups de mégots écrasés, de tympans perforés, de cocards. Les larmes continuèrent à couler sur le tapis. 1000 fois il lui demanda « Pardon ». Lui jura qu'il allait changer. Mais elle ne pensait qu'à fuir. Déguerpir, revivre. Revivre, ce mot tant de fois entendu. Le gyrophare rouge clignotait dans sa tête. Il attrapa un couteau de cuisine, il allait la planter. Cette fois-ci, le monstre allait vaincre. Un cri jaillit. Cri d'alarme, cri de peur. Il lâcha le couteau et il pleura. L'heure bleue venait d'inonder le ciel. Elle s'en alla, sans un adieu, sans un baiser, vers une autre ville, une autre vie. Elle ne laissa que quelques milliers de larmes séchées sur le tapis. Cher François Kuhn, je suis extrêmement contente de te recevoir aujourd'hui dans le cadre de la présentation du recueil Des murs et des mots. Moi aussi. Tu sais que c'était une thématique qui tournait autour de l'enfermement. Et toi, tu as vraiment choisi cette thématique-là plutôt que de t'orienter vers le confinement. Pourquoi est-ce que tu as gardé cette orientation-là et surtout, pourquoi est-ce que tu t'es préoccupé de l'enfermement des enfants ? En fait, c'est l'histoire de ce jeune garçon que je raconte qui veut découvrir le secret de la cicatrice de son père. Elle est un peu venue tout à fait naturellement. Finalement, j'ai raconté un enfermement psychologique, mais aussi un enfermement physique. Et c'est une histoire qui est venue purement fictive, qui est venue assez vite une fois que le thème a été imposé. Et il n'y a pas vraiment... Quand j'écris, je réfléchis pas au pourquoi. J'écris et c'est venu comme ça. C'est ta deuxième nouvelle. La première a cartonné. On espère que celle-ci va cartonner aussi. Elle s'appelle Le Placard. Je voudrais savoir si le genre de la nouvelle, c'est quelque chose que tu aimes beaucoup, ou bien si tu réfléchis peut-être à écrire un roman. Mais je suis en train d'écrire le premier roman qui, normalement, si tout va bien, sortira l'année prochaine chez un éditeur français. Je dois encore taire le nom pour des soucis de contrat, mais je suis très ravi si je suis publié chez eux en tout cas. Mais c'est vrai que je pensais jamais écrire, et avec mon activité de blogueur sur Instagram, à force de rencontrer beaucoup d'auteurs et de lire beaucoup d'auteurs que j'admire, je me suis demandé, et si moi j'écrivais, qu'est-ce que j'écrirais ? Et c'est comme ça que la première nouvelle, Y croire, qui est sortie en décembre aux éditions La Miroir, est arrivée à moi. Je l'ai écrite pendant le premier confinement, et puis il y a celle-ci, Le Placard, que je suis très honoré de présenter pour la première fois aujourd'hui. Et je ne sais pas si j'en écrirai d'autres, mais c'est un exercice compliqué que j'aime beaucoup. Mais je suis dans le premier roman là et j'espère arriver au bout. Certainement, moi je n'en doute pas. Alors, après notre petit échange, on va entendre le texte de Valérie Cohen qui s'appelle La geôle des mots. Mais toi, c'est tout l'inverse. C'est un très beau texte, La geôle des mots, que vous pouvez retrouver dans le recueil. Et c'est tout l'inverse dans le sens où les mots ont une importance capitale pour moi aujourd'hui. Les mots, c'est un peu toute ma vie. Et d'ailleurs, mon pseudo, c'est le livreur de mots, et ça veut tout dire et rien dire en même temps, parce que pour moi, un mot qu'on doit définir, c'est assez particulier parce qu'on définit un mot avec des mots. Et ce pouvoir-là, il est assez incroyable. Tu as choisi l'endroit où on s'est retrouvés ici pour discuter du placard. C'est un peu un placard finalement. Mais pourquoi cet endroit-là et pourquoi ce dessin
qui t'a interpellé dans cette présentation-là? Peut-être les couleurs. Je regardais un peu tout ce qui se passait ici dans le musée du confinement et je crois que j'ai été attiré par les couleurs. Je pense que tu sais, et ceux qui nous regardent le savent peut-être, je suis quelqu'un de très solaire et je crois que la vie a plein de dents et je pense que c'est les couleurs qui m'ont attiré. Et même si le confinement est une période un peu compliquée pour tout le monde et qu'on se sent peut-être enfermé, peut-être que les couleurs peuvent nous aider à affronter tout ça. Alors on peut peut-être espérer qu'après les mots, tu vas passer à la peinture. À la peinture. Je te laisse ce talent, Christine. Merci beaucoup, François. Et bientôt la geôle des mots, dans quelques secondes. Merci à vous. Depuis des semaines, le rituel est immuable. Quelques sons timides, perdus dans la chaleur des fins de journée, et en écho, une clameur inhabituelle s'élève dans les rues calmes de mon quartier. Bruxelles frémit sous les applaudissements nourris, les sons de cloches égarés en pleine ville, les cuillères en bois frappées avec enthousiasme sur des marmites en fonte. À 20h tapantes, le pays s'éveille d'une torpeur lancinante. Cette symbolique communion journalière m'émeut bien au-delà du courage et du dévouement saloué. Dans un brouhaha bon enfant, des êtres se reconnaissent. Leur seul fil rouge est une volonté d'exprimer une reconnaissance du cœur. Aucun vocable, et pourtant le message est limpide, les mots superflus. Les mots. Je ne me rappelle pas l'instant précis où a débuté notre intense collaboration, ni le moment exact où j'ai réalisé qu'ils faisaient partie intégrante de mon être. Les mots prennent tant de place dans nos vies alors qu'ils ne sont rien. Du vent, de l'air, des lettres alignées de manière aléatoire, des symboles organisés en une mélopée pas toujours harmonieuse, et pourtant ils nous tiennent à leur merci. Car parler ouvre la porte du soi, de cet univers complexe et mouvant où règne la dualité. Je veux te dire, mais je n'ose pas. Je veux m'ouvrir, mais je claque la porte. Reste un silence assourdissant. Souvent, je me sens prisonnière des mots prononcés trop haut, trop fort, de ceux qui ne m'appartiennent pas et que l'on me prête, de ceux que j'aurais adoré imaginer, mais plus encore, de ce tu qui s'amuse à danser en moi. Les mots deviennent alors une geôle. Ils me nourrissent et je me remplis d'eux, au point de n'être plus sûre de leur justesse, car souvent ces mots fuient le combat incertain entre les tripes, le cœur et la tête. Mais parfois surgit de ce magma de logorée le mot juste, celui qui soigne, apaise et délivre. J'aime le pouvoir des mots, mais au-delà de tout discours, j'aime surtout le silence. Cet espace clos où les vocables sont inutiles et où ils cèdent leur place à des émotions non filtrées. Ce vide éloquent me touche profondément, comme aujourd'hui, à 20h tapantes. Cher Nicolas, bonjour. Je t'accueille à un double titre parce que tu as été à la fois partenaire du projet et auteur. Oui. Alors on va d'abord commencer par expliquer pourquoi partenaire. Alors partenaire parce que depuis l'année passée, nous collaborons dans le cadre du concours libre d'écrire. Donc c'est un concours de nouvelles réservé aux détenus de la Fédération Wallonie-Bruxelles, organisé par la CAP, la Foire du Livre, l'ADEPI, la compagnie Gombalo que je représente. Et puis de fil en aiguille, en fait, lors du confinement, j'ai été en correspondance, je le suis toujours d'ailleurs, avec un détenu qui suit mes activités en prison. Et oui, parce qu'il faut dire que tu animes des ateliers en prison. Tout à fait, voilà, depuis 4 ans maintenant. Et donc, on a commencé à correspondre, et alors je lui donnais des consignes d'écriture, et un jour, il m'a écrit un texte qui retraçait un petit peu les conditions de l'enfermement en prison lors de cette crise sanitaire. Et donc, je me suis dit, tiens, ça collerait super bien au projet que nous avons ensemble pour Des murs et des mots. Et donc, voilà, je te l'ai proposé et tu as très gentiment accepté. J'ai eu la chance de le voir que l'écrivain me lise ce texte en prison, qui est vraiment une histoire qui raconte une partie de sa vie. En tous les cas, c'est très poignant. Voilà, ça c'est Mascarade. Mascarade, tout à fait. Mais alors, à la fin du recueil, il y a un autre texte signé Nicolas Sussen qui s'appelle Gazette. Voilà. Et là, c'est assez terrible parce qu'en fait, c'est une vision pratiquement post-apocalyptique
puisque tu nous vois en 2028, Oui. toujours dans l'enfermement et dans le confinement. Alors, le voir, je n'en sais rien. En tous les cas, j'ai eu besoin de l'écrire. Donc, c'était pas prévu à la base, effectivement. Le recueil, c'est venu comme ça. Je l'avais écrit, puis je t'ai dit, tiens, voilà, ça s'est fait assez naturellement. Je me suis pas dit, tiens, je vais participer au projet pour écrire. C'était pas ça le but. Mais c'est arrivé comme ça. Et en fait, c'est plus des angoisses, en fait, je travaille en académie aussi, on a reparlé. Et je voyais des gamins de 17, 18 ans où on est à l'heure des premiers amours et me dire, mais comment ça va être, quoi. Et donc, c'est plus des angoisses. Je n'espère pas que ce soit comme ça, mais c'est plus, voilà, des peurs, en fait, plutôt que... Et j'ai eu besoin de le mettre sur papier, tout simplement. Voilà. Alors, Gazette, la vision post-apocalyptique, termine le recueil. Oui. Et c'est un texte de Philippe Raxon qui l'ouvre. Tout à fait. Et qu'on va entendre d'ailleurs juste à la suite de notre petit échange. C'est très bizarre parce que lui nous ramène dans le passé. Alors, moi aussi, je rêve qu'en 2028, on ne soit pas toujours et encore dans ce confinement. Mais est-ce que toi, tu as quand même l'espoir qu'on n'y sera plus ? Bah, j'ai l'espoir. Maintenant, j'avoue que je vis un peu au jour le jour avec les mesures et on s'adapte. On a tellement dû s'adapter pour le secteur de l'art parlé, etc. que j'avoue que j'espère, mais bon, c'est le dernier mot dans la boîte de Pandore, l'espoir. Donc, j'espère que on verra, que ça se libérera en tous les cas. Oui, effectivement. Gardons l'espoir alors. Tout à fait. Mon petit Bill, avant tout, je m'empresse de t'annoncer une bonne nouvelle. Maman est sortie de l'hôpital. Elle est encore très fatiguée et ses soins ne sont pas terminés, mais les hôpitaux sont tellement surpeuplés qu'il faut gagner de la place. Je dois bien t'avouer que c'est très dur pour les services hospitaliers et les médecins et les infirmières sont magnifiques de dévouement. De vrais héros. Prends d'abord soin de toi et ne prends pas de risques. Ce sont mes plus importants conseils. Oui, je sais que tu es grand, mais que veux-tu ? Un papa, c'est comme ça. Quand tu as pris le train avec cette foule d'enfants, je n'ai pas voulu te montrer mon inquiétude, mais je t'aurais bien gardé avec moi en te serrant dans mes bras. Sois plus courageux que moi. Et surtout, sois patient en toutes circonstances. Cette époque est une anomalie de l'histoire. Nous pourrons bientôt tous nous revoir sans crainte. Tu sais, j'ai eu le cœur brisé quand il s'est agi de renoncer à ton anniversaire, mais il est difficile de se réjouir par les temps qui courent et de réunir tous ceux qui comptent dans une vie. Tout rassemblement est devenu un risque, on le répète sans cesse à la radio. Il faut nous éparpiller, toi à la campagne et nous en ville. Où que tu te trouves, il faut souvent te laver les mains. N'oublie pas les règles d'hygiène. Ne serre pas la main aux inconnus et sois poli en toutes circonstances. Ton oncle s'est porté volontaire dans la protection civile. Il dit qu'il faut faire quelque chose pour aider les autres. Je suis fier de lui, alors que d'autres inciviques cherchent à contourner les mesures prises. Dans ce registre, l'imagination est sans limite. On ne compte plus les fêtes clandestines chez les uns ou chez les autres, mais souvent le tapage qu'ils font ou la lumière tard dans la nuit les trahissent. Souvent, je songe que ta génération n'a pas mérité ça. Nous avons eu notre lot de drames quand j'étais petit, mais les tragédies se déroulaient loin de nous. Maintenant, nous sommes frappés chez nous, dans nos quartiers et dans nos rues, et tu en subis les conséquences pour ta protection. J'espère que nous en tirerons les leçons qui s'imposent et que cette épreuve passée, nous réinventerons un monde nouveau, meilleur, pour un avenir serein et heureux. Chaque fois que je regarde Big Ben, je voudrais que le temps passe plus vite, mais je suis optimiste. Et l'automne 1941 sera bien meilleur que celui de cette année. Tu verras. Ton papa, qui t'aime. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre voyage de découverte du recueil des murs et des mots. Vous avez entendu des textes, mais il y en a encore bien d'autres, puisque 19 auteurs et autrices de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de France et d'Espagne ont écrit pour nous. Et quand je dis nous, c'est le partenariat que vous avez pu découvrir. Amnesty International, représenté par Marie Zendrix, Médecins du Monde, représenté par Muriel Gonçalves, la compagnie Gambalo, représentée par Nicolas Suissen, l'ASBL Traductive, qui s'occupe des traducteurs littéraires d'Anne Casterman, et surtout, bien entendu, notre partenaire de cœur,
les universités populaires du théâtre qui nous accompagnent depuis le début de cette expérience de donner la parole aux invisibles et qui portent cette parole à travers l'Europe. Je voudrais certainement et de très grand cœur remercier ULB Culture et le responsable de cette activité au sein de l'ULB, Grégory Laurent, qui nous a accueillis dans le musée temporaire du confinement. Puisque c'est un musée temporaire, venez, revenez, vous y découvrirez à chaque fois des œuvres nouvelles. Le livre des murs et des mots sera disponible à partir du 1er mai en librairie, dans 80 librairies francophones de Belgique. Vous n'avez donc absolument aucune excuse. Il coûte 10 € et les bénéfices seront reversés aux actions de Médecins du Monde pour ces activités à Bruxelles. Voilà, je vous souhaite une très bonne lecture et peut-être à l'année prochaine pour une nouvelle aventure de l'écriture.